est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. Journée électorale hier samedi dans 5 régions de la Côte d'Ivoire, comptant pour les sénatoriales partielles. Les résultats connus depuis hier 23h. Les résultats provisoires de ces partielles ont été proclamés par Émile Ebrotier, porte-parole de la commission électorale indépendante. On en parle en début de journal. La région de la Mer rend hommage au président de la République Alassane Ouattara pour les actions de développement entreprises depuis ces dernières années dans cette région. Les populations de cette région lui ont également dit merci pour la nomination de leur fils, le Premier ministre Patrick Hachi, à la tête du gouvernement. Le chef du gouvernement a exprimé toute sa gratitude au chef de l'État. La 6e édition de la Semaine nationale de la propreté aura lieu du 1er au 6 août en prélude à la fête nationale placée autour du thème pour la propreté de mon cadre de vie. Je m'engage. L'action a pour objectif d'offrir aux populations un cadre de vie et de travail propre et sain. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Rendre les femmes autonomes, capables de s'assumer financièrement afin de devenir de solides soutiens pour leur famille, leur ouvrir le champ de l'entrepreneuriat et de la projection, leur donner une autonomie financière. Voici comment pourraient se définir les enjeux liés au FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, initié par la première dame Dominique Ouattara et qui a aujourd'hui 9 ans. Après 9 ans d'existence, quel bilan? Pour en parler, nous recevons ce 13h dans le cadre du magazine de ce dimanche, Madame Sylvie Patricia Yao, directrice de cabinet de la première dame Dominique Ouattara, secrétaire exécutive du FAFSI. Madame la directrice de cabinet, bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Monsieur Guivet. Alors avec vous, merci. Alors avec vous, il sera question de faire une sorte de bilan de l'action du FAFSI, mesurer justement son impact sur le quotidien des femmes. Nous en parlons dans une demi-heure, mais avant, ce qu'il faut également savoir, c'est que hier samedi, dans 5 régions de la Côte d'Ivoire, on a voté pour le compte des sénatoriales partielles. Les candidats à ces sénatoriales partielles, eux, sont situés depuis hier 23h sur l'issue de ces élections. Les résultats provisoires de ces partiels ont été proclamés donc hier dans la soirée par Émile Ebrotier, porte-parole de la commission électorale indépendante. Il était au micro de Sidonie Davila. Résultats des élections sénatoriales partielles du 31 juillet 2021. Région du Bokani. Inscrits 146. Votants 138. Taux de participation 94,52%. Bulletin nul 2, soit 1,45%. Bulletin blanc 0, soit 0,00%. Suffrage exprimé 136 ont obtenu pour le RHDP Cambiressier 99, soit 72,79%. Indépendant, Yen Tontoli Ange Patrick, 37, soit 27,21%. Cambiressier du RHDP, avec 72,79%, est déclaré élu. Gontougo, inscrit 258, votant 247, taux de participation 95,74%. Bulletin nul 1, soit 0,40%. Bulletin blanc 1, soit 0,40%. Suffrage exprimé 246 ont obtenu. Indépendant Ouattara Ousseni 79, soit 32,11%. RHDP Kosonou Kwasi Ignace 166, soit 67,48%. M. Kosonou Ignace du RHDP, avec 67,48%, est déclaré élu. Grand Pont, inscrit 135, votant 131, taux de participation 97,04%. Bulletin nul 0, soit 0,00%. Bulletin blanc 0, soit 0,00%. Suffrage exprimé 131
ont obtenu PDCI RDA, Denis Acadier Claude, 45, soit 34,35%. RHDP, Melej Abou Hilaire, 86, soit 65,65%. Melej Abou Hilaire du RHDP, avec 65,65%, est déclaré élu. Kabadougou, inscrit 258, votant 251, taux de participation 97,29%, bulletin nul 1, soit 0,40%, bulletin blanc 1, soit 0,40%, suffrage exprimé 250, ont obtenu indépendant Touré Nabi Issouf 0, soit 0,00%, indépendant Traoré Drissa 0, soit 0,00%, RHDP Diaby Vassiriki 248, soit 99,20%, indépendant Ousmane Silla 1, soit 0,40%. Diaby Vassiriki du RHDP avec 99,20% est déclaré élu. Nawa, inscrit 255, votant 237, taux de participation 92,94%, bulletin nul 0, soit 0,00%, bulletin blanc 0, soit 0,00%, suffrage exprimé 237, ont obtenu RHDP Baflan Lor 151, soit 63,71%, PDCI RDA Clé Georges 86, soit 36,29%, Baflan Lor avec 63,71% est déclaré élu. Voilà les résultats partiels des sénatoriales qui se sont tenus hier samedi. Les candidats désormais donc fixés sur l'issue de ces élections. Il y avait fête hier samedi à Adzopé dans la région de Lamé. On a sorti les mouchoirs et on a dansé pour célébrer le chef de l'État Alassane Ouattara pour les actions de développement engagées depuis ces dernières années dans cette région. Les populations de cette région lui ont également dit merci pour la nomination de leur fils, le Premier ministre Patrick Achi, à la tête du gouvernement. Alexis Ouadraogo. À Adzopé, ce samedi, la capitale de la mer reçoit ses fils venus des 4 coins du pays. Nous venons de Yakassa Tobrou. Je suis venu d'Abidjan pour ça. Nous, on vient des grands cousins. On est venu d'Ara, parce qu'à Niaché, c'est la même chose. Un rendez-vous pour exprimer reconnaissance et gratitude à l'auteur du développement, le chef de l'État Alassane Ouattara. Nous avons bénéficié du CHR d'Adzopé, nous avons bénéficié des écoles de proximité, nous avons bénéficié des routes et des ponts. Nous ne pouvons que lui dire merci, 1001 fois merci. Et le plus heureux des fils de la région, c'est bien lui, le Premier ministre Patrick Achi, qui se réjouit avec les siens, mais aussi toutes les régions du pays venues en grand nombre. Libation sous un ciel couvert, la pluie qui tombe ne distrait en rien la cérémonie. Sachons apprécier ce qui est bon et juste. Disons ensemble merci au chef de l'État. Excellent Monsieur le Président de la République, partout dans nos districts et régions et de nos sphères géographiques, même dans les hameaux les plus reculés, vous avez posé au moins un acte inoubliable. C'est pourquoi les populations des districts et régions de nos sphères géographiques, c'est-à-dire du sud, du sud-ouest, du sud-est et de l'est, vous soutiennent à tout point de vue et vous confient la Côte d'Ivoire, notre beau pays, parce qu'avec vous, elle ira encore plus loin. Nous, fils et filles de la région de Lambé, voudrons ici lui traduire toute notre gratitude pour la rencontre qu'il a eue avec l'ancien chef de l'État pour qu'enfin les Ivoiriens apprennent à humaniser la politique et à se retrouver. La région forte de 6 communes et 17 sous-préfectures a fait des dons à l'endroit du chef de l'État.
suivi en retour des dons aux populations. Quand le chef du gouvernement, fils de la région, prend la parole, ses mots sont remerciements. Celui que l'on surnomme le blanc de la Mai s'ouvre l'espace d'un instant à la notion de destin. C'est bien ce garçon à qui l'on promettait au mieux un destin de petit garagiste. Ce garçon qui ne parlait pas le français, oui, c'est bien ce petit garçon qui est devant vous aujourd'hui en tant que Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Reconnaissance aux parents, mais surtout au chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président est, à mes yeux, un modèle, un guide, un maître. Je travaillais ainsi, encore et toujours, en donnant pour lui et au pays tout entier tout ce que je sais, tout ce que je peux, tout ce que j'ai. Excellence, Monsieur le Président de la République, tous les mots, tous les gestes, tous les regards, toutes les assemblées, tous les discours ou tous les hommages, tous n'arriveront jamais à traduire pleinement l'intensité de la gratitude que mon cœur et mon âme ressentent à votre égard. Ma loyauté à votre œuvre et à votre personne sera éternelle. Mesdames, Messieurs, chers frères, chères sœurs, chers alliés, l'adage dit qu'à côté d'un grand homme se tient toujours une grande dame. À cet instant de mon intervention, j'ai une pensée toute particulière en l'endroit de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Le Premier ministre n'a pas manqué d'honorer la mémoire de ses prédécesseurs, les premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Il a aussi salué l'ampleur du développement porté par le chef de l'État, avec sa volonté d'asseoir l'unité nationale pleinement exprimée au sein du RHDP. Réunir les femmes et les hommes, par-delà les logiques du passé, par-delà les différences d'hier ou les oppositions d'aujourd'hui. C'est là tout le sens de la création du RHDP, le nouveau parti de l'unité de la nation, le nouveau parti d'avenir du pays. Il est ce creuset qui réunit les meilleurs des talents, les plus engagés des patriotes, pour contribuer, quelle que soit leur origine sociale, quelle que soit leur origine ethnique, quelle que soit leur confession religieuse, à la seule cause qui vaille, l'amélioration des conditions de vie des populations et la grandeur de la Côte d'Ivoire. La célébration a pris fin avec des pas de danse bien enlevés. Voilà, à suivre à présent les réactions des fils et filles de la région de la Mai. Ils sont au micro d'Alexis Vautrin-Rocco. Nous avons trop gagné. D'abord, à commencer par ce joyau qui est le CHR, et puis les rues bitumées, l'électricité, nous avons trop gagné. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup, surtout à commencer par le fonds FACI qui a été donné par la première dame, Dominique Ouattara. Ça nous a permis d'être vraiment dépendants. Nous sommes très fiers de lui. En 2004, je mettais 2 heures de temps pour arriver à Azopé en partant d'Abidjan. Hier, en venant pour cette cérémonie, j'ai mis à peine 1 heure. La reconnaissance pour tout un peuple, pour tout ce qui a été fait pour les peuples atiers et Abel. Donc nos parents sont venus, sortis nombreux pour venir dire merci au chef de l'État et lui rendre hommage pour tous ses bienfaits. Nous prions Dieu qu'il dure là et qu'il fasse tout pour que ce développement, tant pour la région de la Mai, tant pour les autres régions, continue ainsi. Et dans le fil de l'actualité, sachez que la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ounoto, met en mission 90 attachés de direction prêts pour le service dans l'administration publique. Ils sont issus de la 3e promotion des attachés de direction ici de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. C'était en présence du ministre de la formation professionnelle, Nguessan Kofi. Eugène Atoubé. Voici la cuvée 2021 des attachés de direction. 89 femmes, parmi lesquelles un homme, tous prêts à la tâche. Ils seront affectés dans différentes directions de l'administration publique. L'attaché de direction, c'est à un niveau supérieur. Ce n'est pas pour les saisies, c'est pour les projets, c'est pour les grandes organisations, les manifestations. C'est au haut niveau. On a appris le management, on a appris les droits, on a appris plusieurs choses à la fin. Surtout la communication, avec tout ce qu'on a appris à l'école. Vraiment, je suis très heureuse de recevoir mes diplômes. Nous sommes prêts à accompagner l'administration jusqu'au bout. L'attaché de direction est une fonction qui intègre l'univers des métiers du secrétariat bureautique. Il est classé dans la catégorie A3 dans l'administration publique, soit un grade au-dessus de celui de secrétaire de direction.
La tâche de l'attaché de direction consiste en l'organisation de l'agenda des responsables de cabinet ministériel et des directions générales de l'administration publique. Les ministres Andésiré Oloto et Kofi Nguessan appellent la 3e promotion des attachés de direction à l'abnégation au travail pour le rayonnement de l'administration publique ivoirienne. Je suis particulièrement fier, l'attaché de direction bien formé pour une administration publique efficace et performante. Ce sont là nos ambitions pour cette administration publique qui se veut moderne et qui ambitionne d'accompagner donc la compétitivité de notre pays. La promotion 2021 des attachés de direction est baptisée Abdourahmane Sissé du nom du ministre secrétaire général de la présidence. L'attaché de direction est un nouvel emploi de la fonction publique créé en 2015. La 6e édition de la Semaine nationale de la propreté aura lieu du 1er au 6 août en prélude à la fête nationale placée autour du thème « Pour la propreté de mon cadre de vie, je m'engage ». L'action a pour objectif d'offrir aux populations un cadre de vie et de travail propre et sain. À suivre la déclaration du gouvernement au micro de Grace Kando. La 6e édition de la Semaine nationale de la propreté se tiendra du 1er au 6 août autour du thème « Pour la propreté de mon cadre de vie, je m'engage ». Ce thème est en phase avec la vision de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, d'une Côte d'Ivoire solidaire qui place chaque habitant de notre beau pays au cœur de l'action de l'État. Il s'agit donc, par nos actions collectives et individuelles, de contribuer à l'amélioration de la propreté en Côte d'Ivoire et de pérenniser ainsi un meilleur cadre de vie pour nos concitoyens. Selon le ministre Bouaké Fofana, dans un contexte marqué par la pandémie de la COVID-19, chaque citoyen doit contribuer à la préservation de la qualité de son environnement par des gestes simples. La propreté doit façonner notre quotidien et notre santé en dépend. Plus qu'une célébration, la Semaine nationale de la propreté doit être perçue comme l'amorce d'un profond changement de comportement, expression d'un contrat social qui met en exergue notre responsabilité et notre engagement dans la promotion de la propreté de notre cadre de vie. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité exhorte la population au sens de la responsabilité et du civisme, ainsi qu'à l'adoption de bons réflexes et de gestes éco-citoyens. Être propre, c'est également se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. On peut également utiliser un gel désinfectant, une des mesures barrières édictées contre la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 31 juillet 2021 131 nouveaux cas de Covid-19 sur 2809 échantillons prélevés, soit 4,7% de cas positifs, 74 guéris et 1 décès. À la date du 31 juillet 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 50 135 cas confirmés, dont 49 261 personnes guéries, 329 décès et 545 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 785 677. Le 30 juillet, 17 969 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total d'1 8 244 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et puisqu'on parle de propreté, sachez qu'une opération de désinfection des lieux de prière de culte se poursuit dans la commune d'Abobo sur initiative du maire de la commune, Kandia Camara. Opération pilotée par Lassina Ouattara, conseiller technique du chef de l'État Alassane Ouattara. Opération baptisée anti-Covid. Après les mosquées, voici venu le tour des églises. Jenny Babini, Godfrey Okambawa. Après les mosquées, c'est au tour des églises d'être désinfectées. L'opération dénommée anti-Covid est menée dans la commune d'Abobo. Plusieurs lieux de culte et d'églises sont visités. Une initiative qui vise à lutter contre la propagation de la pandémie qui continue de faire des victimes. Il s'agit aujourd'hui des églises et des temples. À partir de ces églises, les hommes de Dieu
vont véhiculer le message de sensibilisation qui va permettre aux fidèles d'adopter un comportement de lutte contre le coronavirus. L'opération initiée par Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, est saluée par les responsables de ces églises et lieux de culte. Il est important que ces actes-là soient posés pour accompagner nos populations à lutter contre cette pandémie de la Covid-19. Nous sommes tous engagés dans cette lutte pour lutter contre cette pandémie et pouvoir avoir un environnement plus sain. Quand notre mairie, les autorités de la place ont cette grâce de venir nous aider, le fait de venir nous aider à prendre soin de ses fidèles, je pense que c'est une très bonne chose. Et quand il y a une personne qui se sent mieux au sein de la santé, c'est la société qui en gagne. Dans les jours à venir, la même opération sera menée dans les centres de santé et hôpitaux de la commune. Après avoir achevé de désinfecter les lieux de culte, embarquons à présent sur un bateau pour une balade lagunaire engagée sur initiative du ministère des Affaires étrangères et mis en œuvre par le ministère du Tourisme, une balade lagunaire organisée dans le cadre du TAC, le traité d'amitié et de coopération de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Allons sur la lagune ébriée des cadres de l'administration publique, des responsables de collectivités et des forces de sécurité du pays frère du Burkina Faso ont admiré la baie lagunaire et la baie des milliardaires, un moment de partage jugé enrichissant par les visiteurs. Franck Wadio. TAC 2021, c'est le moment d'embarquer une cinquantaine de responsables de l'administration publique et privée burkinabé à la découverte du plan d'eau lagunaire abidjanais. Cette partie du port, que nous appelons le port de pêche, a été officiellement ouvert en 1960. Le port et ses navires marchands, les bateaux de pêche, le balnéaire de vacances à l'île Boulay et la baie des milliardaires, entre autres, un tour d'honneur complet. Suivez le guide. La pêche à la chalut. Et là, vous avez des tonniers qui sont les plus gros navires en termes de pêche. Le thon, lorsqu'il est pêché, il n'est pas salé. C'est lors de la conservation dans les blocs de sel que le thon devient salé. Sur le pont supérieur, il y a ceux qui ne veulent rien rater du spectacle. La Côte d'Ivoire est un pays plein d'atouts, plein de richesses naturelles, voilà, qui en tout cas fait profiter ses économies au pays sahélien. C'est une bonne initiative que les organisateurs du TAC 9 ont eue et nous recueillons beaucoup d'informations. Quand vous prenez un Sahélien qui est actuellement en train de se balader sur l'eau, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour lui. Donc on ne fait que féliciter et demander justement donc à ce que nos deux chefs d'État renforcent justement donc cette coopération. D'autres plus sages, en cabine, apprécient tout autant et en tirent bien d'enseignements. Le port d'Abidjan vient en deuxième position, juste après le port de Lomé, dans les échanges du Burkina Faso avec le monde, avec l'international. Donc je vois qu'effectivement la Côte d'Ivoire est toujours en train d'avancer, en train d'investir pour essayer d'être à la hauteur des attentes. Mission accomplie pour le ministère du Tourisme qui met en œuvre cette initiative du ministère des Affaires étrangères. Dans le cadre du traité de coopération et d'amitié entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il était question de bien les accueillir, leur montrer que le port est un poumon économique et que la lagune aussi qui traverse tout Abidjan est un espace de convivialité, un espace de découverte d'un pan du tourisme ivoirien. Les merveilles de la lagune ébrillaient plein les yeux et cerisaient sur le gâteau un soupçon de musique, celle Yenenga, pour une fin de balade réussie. Magnifique plan d'eau lagunaire, toujours dans le cadre du TAC, le traité d'amitié et de coopération de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Institut Polytechnique des sciences et techniques de la communication, ISTC d'Abidjan, et l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, ISTIC de Ouagadougou, ont procédé à la signature d'une convention de partenariat. Les précisions de Yannick Efoumi et de Godefroy Okambawa. Le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso touche également le volet formation.
Zoumana Traoré, directeur général de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC de Ouagadougou, en immersion à l'Institut polytechnique des sciences et techniques de la communication ISTC d'Abidjan. Au terme de la rencontre, une signature de convention de partenariat entre les deux écoles. En réalité, ce partenariat existe déjà entre les deux instituts depuis 2015, mais cette année, de nouveaux éléments y sont introduits à la faveur de la 9e rencontre du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. C'est important pour nous cette convention parce qu'elle s'inscrit forcément dans le développement de nos institutions. Nous mutualisons nos moyens, nous allons vers des formations beaucoup plus intéressantes parce que les horizons s'ouvrent pour chaque acteur désiré d'aller dans ces métiers-là, mais surtout, nous allons vers des partenariats beaucoup plus fructueux, avec des domaines beaucoup plus définis et bien entendu des modules beaucoup plus pointus. L'occasion pour Alfred Damoussa, directeur général de l'ISTC, de présenter le plan stratégique de développement de l'Institut sur la période 2021-2025. Il a été question de porter à l'attention des organisations professionnelles, des partenaires au développement, mais il était question aussi de donner l'information de l'homologation des diplômes de l'ISTC par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. La signature de convention entre ces deux écoles permettra des échanges en termes de modules de formation et d'expertise dans les domaines de la communication et de l'information. L'Association française d'éducation comparée, groupe politique, a procédé au lancement officiel de ses activités en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour cette association de se faire connaître en communiquant sur ses activités, faire de la sensibilisation dans le secteur de l'éducation pour aider à trouver des solutions aux problèmes que connaît l'école ivoirienne. C'est Forazeki. Contribuer au développement de l'éducation en Côte d'Ivoire. C'est la mission que s'est assignée l'Association française d'éducation comparée et des échanges. Pour sa présidente Cécile Noba, enseignante-chercheur à l'École normale supérieure d'Abidjan, il s'agit d'œuvrer pour la relance de l'éducation en tenant compte du principe de l'éducation comparée et des échanges. L'éducation comparée, c'est toute une stratégie, toute une dynamique au niveau de l'éducation. Il s'agit de s'imprégner des systèmes éducatifs performants, de s'imprégner de leur réussite et de les appliquer à notre système éducatif en tenant compte de notre spécificité. Pour prendre une part active dans le développement actuel de l'éducation, l'association fait appel à des enseignants-chercheurs pour trouver des pistes de solutions. Je pense que les formateurs doivent être mieux outillés. Il y a la qualité du profil de celui qui enseigne déjà. Alors, les conditions de travail doivent s'améliorer. Par exemple, l'effectif pléthorique, ce ne sont pas des conditions de travail. Et il faut de plus en plus aussi contextualiser nos contenus d'enseignement. Représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, André Kamaté, juriste, encourage ce genre d'initiative. Pour lui, l'éducation doit être l'affaire de tous. Ma conviction profonde est qu'une école de qualité ne peut être possible qu'avec la contribution de toutes les filles et de tous les fils de ce pays. Il y a ici une belle connivence entre les objectifs de l'ADES Côte d'Ivoire et ceux des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. L'Association française d'éducation comparée et des échanges se veut un cadre de rencontre et d'échange des théories et des pratiques entre les universitaires et tous les acteurs de l'école. Elle ambitionne de mener des réflexions afin de trouver des solutions aux problèmes qui minent l'école ivoirienne. Un reportage signé Sephora Zegui. Rendons-nous à présent à Tokyo, au Japon, pour suivre l'actualité de ces Jeux Olympiques. En athlétisme, un de nos compatriotes, le dernier pachyderme, était en course ce matin. Pas de finale pour Cissé Guéartur. Le sprinter ivoirien était éliminé en demi-finale du 100 mètres en terminant 7e avec un chrono de 10 secondes 18. Insuffisant pour se hisser en finale dans cette demi-finale remportée par le Chinois Bing Tiangsu avec un temps de 9 secondes 83 centièmes suivi de l'Américain Ronnie Baker 9,83 et de l'Italien Lamont Jacobs 9,84 centièmes. Arsène Kwasi et Sojan Silver. 24 heures après sa brillante qualification en demi-finale, Cissé Guéartur ne sera pas du rendez-vous de la finale du 100 mètres.
Seul représentant ivoirien en liste dans cette épreuve reine, le sprinteur ivoirien n'a pas réussi l'exploit d'obtenir son billet pour l'ultime étape. Aligné dans le couloir numéro 9, il termine la course en 7e position sur 8 avec un chrono de 10-18. C'en est malheureusement fini pour Cissé Arthur dans ces Jeux olympiques. Dans cette même demi-finale, la grosse sensation est du côté du Chinois Bing Tiansu qui signe le meilleur temps en 9,83, record de l'Asie. Il est suivi de l'Américain Ronnie Baker, 9,83, et de l'Italien Lamont Jacobs, 9,84, qui bat également le record d'Europe. Dernière chance de médaille pour la Côte d'Ivoire, le 200 mètres avec Marie-Josée Talou le lundi. Ce qu'il faut également savoir concernant l'actualité sportive, c'est que le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de Kokan Côte d'Ivoire 2023 a procédé vendredi dernier à son siège à Marcory à une revue de projets destinée à mesurer l'état d'avancement des projets sur les 100 derniers jours. Un exercice institué depuis 2019 au cours duquel les commissions techniques procèdent chacune à la revue détaillée des actions planifiées et réalisées. Et puis place à présent à notre entretien de ce dimanche magazine. Notre invitée de ce dimanche nous a rejoint sur ce plateau, Madame Sylvie Yao Patricia. Vous êtes secrétaire exécutive du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Avec vous, il sera question d'autonomisation de la femme. Le FAFSI a 9 ans. Quel bilan? Alors, Madame Sylvie Yao Patricia, bienvenue sur ce plateau à nouveau. Le FAFSI, dites-nous, ce sont les femmes qui en parlent le mieux, n'est-ce pas? Bien sûr, M. Guivet, ce sont les femmes qui en parlent le mieux. Alors, suivons ensemble quelques-unes de leurs réactions. J'ai pris 500 000 francs et j'ai pris mon épargne également pour compléter aux 500 000. Et je me suis acheté des chaises, des bâches, des tréteaux que je mets en location. Grâce à FAFSI, nous sommes devenus vraiment des femmes épanouies, des femmes capables. En tout cas, nous sommes devenus des femmes capables grâce à FAFSI. Grâce à vous, aujourd'hui, des jeunes filles comme moi peuvent être entrepreneurs, des mamans peuvent être indépendantes, subvenir à leurs besoins, scolariser leurs enfants sans aide extérieure. Et ça, c'est une grâce. Alors, Madame Sylvie Yao Patricia, des femmes heureuses, comme on vient de le voir dans cet élément, qui ne manque pas de remercier la Première Dame pour ce regard particulier dont elles ont été l'objet. Que vous inspirent ces réactions? Écoutez, M. Guivet, nous sommes tout à fait heureuses, nous qui travaillons au quotidien pour le FAFSI, d'entendre ces témoignages émouvants et touchants. Chaque fois que nous écoutons les femmes, nous sommes émus. Parce que savoir qu'avec si peu de moyens, les femmes peuvent réaliser des activités aussi importantes, cela est impressionnant. Et nous sommes toujours heureux de les écouter. Alors dites-nous, comment est née la vision de mettre sur pied un tel programme? Le FAFSI est né d'une promesse électorale de son Excellence, Monsieur le Président de la République. À l'époque, le président était candidat à l'élection présidentielle en 2010. Et au cours de ses meetings, il avait promis aux femmes, ses sœurs, les femmes de Côte d'Ivoire, qu'une fois élu, il les soutiendrait de manière remarquable. Et il a pris cet engagement fort. Le deuxième engagement qui a été pris, c'est celui de la Première Dame. Pour elle, c'était un engagement humanitaire. Vous savez que depuis 1998, la Première Dame a une fondation qu'on appelle la Fondation Children of Africa. Et depuis ce moment, elle sillonne la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ces missions humanitaires lui ont permis de comprendre les difficultés auxquelles les femmes étaient confrontées en matière de financement des activités génératrices de revenus. Et la conjugaison de ces deux engagements a donc permis la création du FAFSI. Cela a débouché sur la prise d'un décret par M. le Président de la République en 2012. Effectivement, c'est un décret qui crée le FAFSI, le décret numéro 2012-1106 du 8 novembre 2012. Et voici comment le FAFSI est né. Donc c'est une volonté d'aider les femmes, de les soutenir dans leurs activités du couple présidentiel. Alors, on l'a appris il y a seulement quelques jours. Le budget, le capital alloué au FAFSI vient d'être augmenté. Il passe de 20 à 25 milliards. Qu'est-ce qui justifie justement cette augmentation? La première raison, c'est d'abord la confiance que le président de la République place dans les femmes. N'oubliez pas que nous sommes partis d'un capital d'1 milliard en 2012 pour arriver aujourd'hui à 25 milliards. C'est spectaculaire. C'est parce que le président de la République croit en la capacité des femmes qu'il a régulièrement augmenté le capital du FAFSI jusqu'à 25 milliards. Et la deuxième chose, c'est le dynamisme des femmes.
Les femmes travaillent, comme vous le voyez dans les reportages, elles travaillent avec le FAFSI, elles sont heureuses d'avoir les moyens de développer ou de créer une activité. Et la troisième chose, c'est qu'elles remboursent correctement. Le FAFSI peut se prévaloir d'avoir un taux de remboursement national de 98%. Cela est satisfaisant, il me semble. Absolument. Nous sommes satisfaits. Ce n'est pas rien, 98 femmes qui remboursent 800, c'est énorme. Alors, pour ces millions de femmes qui nous regardent et qui aimeraient, elles aussi, bénéficier de ce fonds, à quelle porte doivent-elles frapper? C'est très simple. Les femmes savent que nous avons des partenaires. Pour le FAFSI, nous avons des microfinances partenaires qu'elles connaissent très bien. Il y a l'UNACOPEC, il y a le GECI, il y a le CAC, elles les connaissent très bien, elles ont l'habitude. Donc, il leur suffit simplement, lorsqu'elles ont un projet, de se rendre dans une agence de l'une de ces microfinances partenaires. Alors, quels sont les critères auxquels elles doivent répondre? Il y en existe forcément. Les critères, ils sont assez simples. C'est l'avantage du FAFSI. Il suffit d'être une femme ivoirienne et d'avoir un projet générateur de revenus qu'il faut financer. Quand vous avez un besoin de financement qui va jusqu'à 500 000 francs, vous avez la possibilité d'aller au FAFSI et d'obtenir le financement. Alors cela fait, on va le dire, 9 ans aujourd'hui que ce fonds existe et en presque une décennie, ce sont 261 450 femmes qui ont pu en bénéficier selon les chiffres dont nous disposons. Première question, êtes-vous satisfaite de la proportion de femmes touchées justement en 9 ans? Et puis, seconde préoccupation, comment mesurez-vous l'impact de ce projet sur le quotidien des bénéficiaires? Est-ce qu'il existe un mécanisme de suivi par exemple? Merci M. Guivet. Sur le nombre de femmes, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits parce que sans tomber dans l'autosatisfaction, le décret auquel je faisais allusion tout à l'heure, le décret nous faisait obligation d'atteindre 6 000 à 8 000 femmes par an. Et quand nous avons aujourd'hui 262 000 femmes qui sont touchées par le FAFSI, 262 000 femmes qui bénéficient du FAFSI, cela donne en moyenne 28 000 femmes par an. Au lieu de 6 000 femmes, comme le décret nous l'invitait à le faire. Donc nous sommes satisfaits de ce chiffre. Et l'impact, il est remarquable. C'est le témoignage des femmes elles-mêmes. Voilà, nous n'inventons rien. On l'a entendu tout à l'heure, des femmes heureuses. Des femmes heureuses, quel que soit le milieu, qu'elles soient dans le milieu urbain comme le milieu rural, elles sont contentes d'avoir pu bénéficier du FAFSI. Le FAFSI leur permet de créer une activité quand elles n'en ont pas du tout. Et elles n'ont pas les moyens, n'ont même pas 100 000 francs pour pouvoir créer cette activité. Mais grâce au FAFSI, elles créent l'activité et elles la développent. Ce qui est merveilleux, c'est qu'elles ont la possibilité de revenir plus d'une fois, contracter un nouveau prêt. Il leur suffit juste de rembourser et elles continuent d'emprunter jusqu'à ce qu'elles développent leur activité comme elles le souhaitent. Alors, certains de nos reporters qui se sont rendus dans les marchés, dans les ateliers de femmes, ont pu se rendre compte de cet impact-là sur le quotidien de ces femmes via leurs reportages. Vous avez également certainement pu mesurer l'ampleur de ce travail, mais il y a également certaines difficultés, notamment rencontrées par ces femmes, notamment celles qui sont passées, qui ont connu de grands problèmes de gestion de ces finances. Est-ce qu'une solution est envisagée pour justement les aider à repartir de plus belle dans leur activité? C'est vrai qu'il peut y avoir de grands problèmes, des obstacles et tout ça dans la gestion, mais le FAFSI a l'avantage de mettre en œuvre une formation pour les adhérents. Et en quoi consiste cette formation? Cette formation permet aux femmes candidates au FAFSI de savoir comprendre la comptabilité simplifiée, et de sorte qu'elles ne confondent pas leur capital et leurs bénéfices, ce qui permet d'avoir une activité pérenne. Donc cette formation qui est entièrement gratuite pour les femmes, parce qu'elle est financée par le FAFSI, la première dame l'a voulu ainsi. Donc les femmes savent désormais comment gérer, quand bien même elles sont analphabètes, elles savent comment gérer leurs affaires. Justement, parce que j'allais vous demander certainement, est-ce que cette formation tient compte du volet de l'analphabétisation, quand on sait que beaucoup de nos femmes, surtout celles rurales, sont touchées par cette réalité? Oui, mais ce n'est pas tant l'alphabétisation qui est ici mise en exergue, c'est surtout la gestion de leurs affaires. C'est ce qui leur est montré. Comment gérer de sorte qu'elles puissent épargner, elles puissent vivre quotidiennement avec leurs ressources et elles puissent continuer leurs activités. Alors, nous avons pu nous faire une idée des montants mis à disposition des femmes, montants répartis par région. Le constat est celui-ci, les fonds alloués varient d'une région à une autre. Quelle est la logique de répartition de ces fonds? Écoutez, la première logique, c'est d'abord une certaine équité dans la répartition. La première dame tient à ce que toutes les femmes, où qu'elles se trouvent en Côte d'Ivoire, puissent bénéficier du FAFSI. Donc nous faisons en sorte que le FAFSI se rapproche des femmes, quelle que soit leur localité.
Mais la réalité, c'est que nos partenaires sont des institutions de microfinance. Et il existe des localités où il n'y a pas d'agence de microfinance. Donc, dans ces conditions-là, nous faisons en sorte, avec le ministère de l'économie et des finances qui nous appuie, qui est aussi membre du comité de pilotage du FAFSI, nous faisons en sorte que des agences de microfinance puissent s'ouvrir dans ces localités afin que les femmes puissent bénéficier du FAFSI sans difficulté. Et comment évolue cette action sur le terrain ? Elle évolue très très bien. Nous avons tous les jours des retours. Les femmes continuent de demander le FAFSI, elles continuent de frapper à nos portes. Et c'est d'ailleurs pour cela que le plaidoyer de la Première Dame auprès du Président de la République permet d'augmenter le capital pour satisfaire un plus grand nombre de femmes. Vous avez parlé d'un partenariat entre le FAFSI et la CNPS. En quoi ce partenariat va-t-il consister ? C'est un partenariat que nous souhaitons parce que, vous savez, les femmes, elles travaillent, mais elles vivent un peu au jour le jour. Et lorsqu'elles ont un accident, lorsqu'elles sont malades, lorsqu'elles vont à la retraite, elles ne bénéficient pas d'un revenu. Et aujourd'hui, la Première Dame souhaite que cela change. Et c'est pour cela qu'elle va signer ce partenariat avec la CNPS pour assurer une protection aux femmes, surtout pour leur garantir un revenu en cas de maladie, d'accident ou de maternité. Alors, 9 ans d'existence du fonds, on va dire que du chemin a été parcouru. Si on vous demandait de faire une sorte de résumé de tout ce qui a été fait en quelques mots, quels seraient ces mots ? En quelques mots, je donnerais des chiffres. Les chiffres clés du FAFSI. Le FAFSI qui est parti d'un capital d'1 milliard de francs CFA en 2012, c'est aujourd'hui 25 milliards de francs CFA. Pour nous, c'est impressionnant. Le FAFSI qui avait obligation d'avoir 6 000 à 8 000 adhérentes par an, c'est aujourd'hui 262 000 adhérentes. Donc, nous avons quadruplé l'objectif. Ensuite, le FAFSI, c'est un taux de crédit de 10,5%, soit 0,8% par mois. Est-ce que vous pouvez expliquer justement ce taux de crédit de 10,5% aux femmes qui nous suivent ? Oui, mais les femmes, elles savent très bien comment ça fonctionne. Quand elles ne sont pas dans le cadre du FAFSI et qu'elles se rendent dans une microfinance ordinaire, mais les taux oscillent entre 18 et 26%. Alors que dans le cas du FAFSI, la Première Dame a elle-même négocié avec les institutions de microfinance pour avoir un taux très bas pour que cela ne pèse pas sur l'activité des femmes. Donc initialement, nous étions partis sur un taux de 12% l'an, c'est-à-dire 1% par mois. Mais elle a été insatisfaite, elle a voulu rabaisser encore ce chiffre-là. Et après négociation, aujourd'hui, nous sommes à 10,5%. Et justement, dans la logique de prolongation, on va dire, de ces actions, la Première Dame annonce de belles perspectives. Je vous invite à suivre cet élément. Après 9 années de succès et fort de la confiance sans cesse renouvelée du Président de la République, le Fonds a atteint un capital de 20 milliards de francs CFA. Il permet à 260 000 femmes entreprenantes et dynamiques d'être financièrement autonomes et de subvenir à leurs charges familiales. Cela constitue pour moi une immense fierté. Nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous avons en projet, avec l'accompagnement du gouvernement, la construction de marchés dans plusieurs localités. Le FAFSI ambitionne une collaboration avec d'autres structures, dont la CNPS, toute chose qui permettra à nos sœurs d'être couvertes en cas de maladie, d'accident, de maternité et de vieillesse. Alors voilà, nous lisions à l'instant de belles perspectives pour les femmes, n'est-ce pas, Madame Sylvie ou Patricia ? Tout à fait. Mais je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit la Première Dame. Allez-y. À savoir que le FAFSI change la vie des femmes. Comme elles en témoignent elles-mêmes, elles disent que non seulement économiquement, elles sont autonomes, elles sont indépendantes, mais du point de vue social, désormais, leur avis compte, tant dans leur famille que dans leur communauté. On les attend pour prendre une décision, elles sont vraiment moralement satisfaites. Et ça, c'est important. En ce qui concerne le projet de la CNPS, nous le disions tantôt, il s'agit donc d'assurer une protection sociale aux bénéficiaires du FAFSI. Et enfin, sur la question des marchés, c'est aussi un projet qui tient à cœur à la Première Dame parce que nous avons constaté que 63% des femmes qui bénéficient du FAFSI exercent dans le domaine du commerce. Cependant, il existe des localités où il n'y a pas de marché, ce qui complique un peu la situation de ces femmes. Donc la Première Dame a entrepris également de réaliser des marchés avec le soutien du gouvernement. Donc nous sommes en négociation avec le gouvernement afin qu'il y ait des marchés de proximité dans des endroits où vivent les femmes pour qu'elles exercent mieux leurs activités.
Merci à vous, Madame Sylvie Patricia Yao, pour tous ces éléments de précision. C'est la fin de cette édition. Juste avant d'en refermer les pages, je rappelle que dans le cadre du Dimanche Magazine, ce 13h, nous recevions Madame Sylvie Yao Patricia, secrétaire exécutif du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, avec laquelle justement nous avons parlé du bilan, une sorte de bilan après 9 ans d'existence et surtout de perspectives, des perspectives qui s'annoncent belles. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu nous garde.